pied creux. C'est Mohamed. Merci, Monsieur Riyad. Cher ami, bonjour à tous. Je commence, je voudrais vous parler du pied creux. D'abord, définir le pied creux. Le pied creux est caractérisé par une accentuation de la voûte plantaire correspondant à l'augmentation de la hauteur des arches longitudinales du pied. Il s'y ajoute fréquemment d'autres troubles morphostatiques tels que les griffes des orteils, la désaxation de l'arrière-pied en varus ou plus rarement en valgus ou une torsion hélicoïdale du pied. Le pied creux peut entraîner une perturbation des fonctions du pied, donc de la marche. Les surfaces d'appui au sol sont perturbées par le rapprochement des appuis plantaires antérieurs et postérieurs, ainsi que par la diminution des surfaces d'appui. Les conflits avec le chaussage peuvent se voir également et l'instabilité dans le plan frontal n'est observée qu'en cas de déformation de l'arrière-pied. Le pied creux est fréquent dans la population générale, mais la sévérité des étiologies neurologiques nécessite de considérer le pied creux comme tout pied creux et a priori d'origine neurologique, sauf preuve de contraire. Cette preuve est apportée par un examen neurologique approfondi. Les modalités thérapeutiques du pied creux qui sont basées sur des conceptions biomécaniques du pied et sur les répercussions fonctionnelles de la déformation dépendent de l'âge du patient, de l'évolutivité du processus causal, enfin du caractère encore souple ou déjà enraidi des déformations. Vous voyez que le pied creux est fréquent dans une série de 948 enfants âgés de plus de 4 ans, tout venant. On a trouvé 16% à peu près de pieds creux. Et chez l'adulte jeune, dans une autre série, le pied creux devient plus fréquent. Il est de 44% chez les hommes et de 52% chez les femmes. Les séries chirurgicales sont modestes, ce qui témoigne de la rareté des pieds creux décompensés et résistants au traitement médical. Donc le traitement est surtout médical. Comment se constitue le pied creux? D'abord, on va parler déjà des arches du pied normal. Donc l'arche longitudinale du pied repose sur le calcaneus et les appuis métatarsiens. Cette arche ou cette voûte plantaire est constituée de deux arches longitudinales, une arche externe et une arche interne. L'arche externe, elle est basse, elle est faite, constituée d'arrière en avant par le calcaneus, le cuboïde, puis les deux derniers métatarsiens. L'arche externe, elle est constituée d'arrière en avant par le calcaneus, le talus, l'os scaphoïde et puis les os de l'avant-pied en particulier, les trois premiers métatarsiens. Cette arche, elle est tendue par des formations musculo-tendineuses et ligamentaires, donc au niveau de la plante du pied. Si on va voir les repères, donc, c'est-à-dire d'un pied normal, pour par la suite déceler les anomalies au cours du pied creux, il y a surtout, il faut retenir l'angle de Méry, c'est la ligne, c'est l'angle entre l'axe de l'astragale et l'axe du premier métatarsien. Normalement, cet angle il est à 0. Puis vous avez l'angle de Gian-Hanonier qui est entre les points les plus inférieurs du calcaneus, de la tête de l'astragale et des os sésamoïdes. Cet angle il est
entre 120 et 130 degrés dans le pied normal. Puis, vous avez l'angle tibio-tarsien entre l'axe du tibia et l'axe de l'astragale qui est de 100 à 110 degrés. Vous avez aussi la pente du calcaneus. Donc, je reviens à l'angle de Gian-Hanonier. Donc, si cet angle-là compose le diagnostic de pied plat ou de pied creux ou pied normal, cet angle, il est de 110 de 120 à 130 degrés. S'il est inférieur à 120, on parle de pied creux. S'il est supérieur à 130, on parle de pied plat. Ceci, c'est l'angle d'attaque ou la pente du premier métatarsien qui est de 15 à 20 degrés. Et puis, voilà, donc, la pente du cinquième qui est seulement de 5 degrés. Puis vous avez l'arrière-pied, donc vous avez normalement un valgus physiologique qui est de 5 à 10 degrés, donc entre l'axe du tibia et le centre, donc le centre au niveau de l'appui du talon qui est tracé par ce fil en fer. Comment se constituent les pieds creux? Cela a été bien explicité par Schnapp, qui décrit comme, donc, au cours de la croissance de l'enfance à l'adolescence, la croissance osseuse est plus rapide que celle des parties molles. Donc, ces parties molles agissent comme la corde trop courte d'un arc osseux. Ainsi, pardon. Pardon. Si, vous pouvez me dire. Donc, on a dit que la croissance osseuse est plus rapide que celle des parties molles. Ces parties molles, dans ces structures, agissent comme la corde courte d'un arc osseux. Ainsi, la voûte osseuse bridée augmente de courbure vers le haut. Donc, dans le pied creux, vous avez l'angle de Gian-Hanonier qui est supérieur à 130 degrés. Donc, s'il est inférieur à 130 degrés, à 120 degrés, s'il est supérieur à 130, on parle de pied plat. Il y a différents types de pieds creux, en fait. Il y a le pied creux direct, le pied creux antéro-interne et le pied creux valgus. Nous commençons par le pied creux direct. Pourquoi direct? Parce que la déformation est exclusive de la voûte est exclusivement longitudinale. Et la verticalisation de l'avant-pied intéresse de façon égale les deux arches internes et externes. Donc, il n'y a pas ni supination ni pronation de l'avant-pied. Et l'arrière-pied reste axé, sauf vous avez ce petit valgus physiologique de 5 à 10 degrés. Il y a le pied creux direct antérieur. Ici, la verticalisation intéresse l'avant-pied, les métatarsiens, et vous avez une cassure du médio-pied. Vous avez un angle de Méry qui apparaît entre l'axe de l'astragale et l'axe du premier métatarsien. Puis vous avez l'angle, donc le pied creux direct postérieur. Vous avez ici une verticalisation du calcaneus.
Voilà. Vous avez une verticalisation du calcanéus et il n'y a pas de cassure du médio-pied. Enfin, vous avez le pied creux mixte, où il y a une verticalisation à la fois du calcanéus et des métatarsiens avec cassure du médio-pied. Le pied creux antéro-interne ou pied creux cavovarus. Donc, il est caractérisé ici la verticalisation des métatarsiens prédomine sur les rayons internes, ce qui va entraîner une supination de l'avant-pied par rapport au médio-pied et ici associe un varus du calcanéus ou une supination du talon compensatrice de la pronation de l'avant-pied. Vous avez fréquemment associé des griffes d'orteil. Puis le pied creux valgus, celui-ci peut simuler un pied plat. Ici, vous avez un important valgus ou pronation donc, du calcanéus et vous avez une supination, donc une pronation du calcanéus, vous avez une supination compensatrice au niveau de l'avant-pied. Et si vous mettez le malade sur le podoscope, vous allez voir qu'il s'agit bien d'un pied creux et pas d'un pied plat. Donc, nous passons à l'étude clinique. Cette clinique varie donc chez l'adulte par rapport à celle de l'enfant. Chez l'adulte, le motif de consultation le plus fréquent est la douleur. Les doléances concernant les déformations et les difficultés de chaussage viennent en deuxième position. Ces douleurs sont à type de métatarsalgie, de thalalgie, des douleurs du dos du pied, donc lorsqu'il y a un conflit avec le chaussage, les douleurs des orteils, en cas de griffe notamment. Les difficultés de chaussage, donc ces malades-là vont avoir un frottement avec les chaussures, notamment au niveau des orteils, et ces malades supportent mal les chaussures à talons plats. Chez l'enfant, la douleur est rare et les doléances intéressent surtout les déformations, les difficultés de chaussage avec usure rapide des chaussures, les troubles de la marche, ces enfants marchent avec le pied en dedans et ils sont aussi caractérisés par des chutes, des entorses fréquentes dues à l'instabilité de l'arrière-pied. L'examen clinique local, l'examen physique, vous allez remarquer le cavius du pied, donc des zones d'hyperpression ou de dirion au niveau des talons, au niveau sous les têtes métatarsiennes ou au niveau des talons. Vous pouvez voir une dénivellation entre l'avant-pied et l'arrière-pied. Donc l'avant-pied est plus bas que l'arrière-pied en position couchée, en décharge, et cette dénivellation disparaît en charge. Le talon est désaxé, habituellement le plus souvent en varice. On voit les griffes des orteils. Là, il y a aussi une limitation de la flexion dorsale de la cheville par horizontalisation distragale. Il faut examiner les chaussures et sans vous donner une idée sur l'usure, donc les zones d'hyperappui. L'examen podoscopique permet la définition donc, clinique du pied creux. Stade 1, vous avez un étranglement de l'isthme. Stade 2, il y a une rupture de l'isthme, mais il y a des vestiges de cet isthme qui persistent. Stade 3, vous avez une rupture, une disparition totale de l'isthme et une disparition aussi des appuis pulpaires. Il faut examiner la marche. Cette marche est perturbée avec une diminution de la phase taligrade et augmentation de la phase digitigrade avec une sortie du pas sur l'extrémité antérieure et externe de l'avant-pied. Il y a une difficulté de marcher avec les chaussures avec talons bas.
L'examen neurologique doit être réalisé au mieux par un spécialiste en neurologie avec étude des réflexes osseo-tendineux, la recherche d'amyotrophie loco-régionale, des troubles d'itonis. Il faut faire un testing musculaire à la recherche d'une paralysie donc de certains muscles. Il faut étudier la sensibilité. Il faut faire une enquête familiale et des explorations complémentaires à visée étiologique peuvent être demandées. Donc, la radiologie, l'examen, donc le diagnostic est clinique. L'examen radiologique n'est pas indispensable pour le clinicien. Cette radio doit se faire en charge. 3 clichés, donc comme on l'a déjà vu, l'incidence de profil, l'incidence d'ossoplantaire de l'avant-pied et l'incidence de l'arrière-pied avec le cliché de Méry. Les étiologies des pieds creux. Donc, il faut éliminer à tout prix donc, les origines neurologiques. Il faut céder donc, aux besoins par un neurologue. Il y a plusieurs pathologies neurologiques qui peuvent être à l'origine du pied creux. Les plus fréquentes, ce sont les maladies dégénératives héréditaires, la maladie donc, de Charcot-Marie-Tooth ou la maladie de Jerin-Sotas, mais aussi vous avez les myopathies, les neuropathies périphériques, les neuropathies centrales. Donc, il faut faire cet examen-là et faire l'étiologie pour éventuel traitement étiologique. Il y a les pathologies osseo-articulaires diverses peuvent être à l'origine de pieds creux, les fractures luxation tarso-métatarsiennes négligées donc du pied, le syndrome des loges après contusion musculaire grave, l'immobilisation prolongée en mauvaise posture, notamment en équin, les cicatrices rétractiles des brûlures de la plante du pied, la polyarthrite rhumatoïde, donc plutôt un pied plat, très rarement un pied creux. Enfin, on a donc la rubrique pieds creux essentiels ou idiopathiques, dans lesquels on ne trouve pas d'étiologie. Selon les séries, donc ces pieds creux ont une fréquence essentielle de 10 à 50%. On trouve fréquemment des antécédents familiaux du pied creux. S'agit-il dans ces cas d'une pathologie neurologique occulte? Donc on passe aux rubriques traitement. Le but du traitement, ce traitement, qu'il soit médical, c'est-à-dire orthétique ou rééducatif ou chirurgical, il doit répondre aux doléances fonctionnelles du patient. Les moyens à disposition visent à prévenir la progression des déformations lorsque ces déformations sont souples et réductibles, visent à corriger les déformations fixées et diminuer le déséquilibre musculaire du pied et de la cheville. Les moyens médicaux, on a les orthèses plantaires et les orthèses d'orteil. Les orthèses plantaires comportent une barre rétrocapitale transverse. On peut ajouter une surélévation modérée du talon de 8 à 10 mm, un coin pronateur, donc antérieur, si vous avez donc, une supination, un varice, donc, de l'arrière-pied ou un coin supinateur en cas de valgus de l'arrière-pied. Les orthèses d'orteil sont de deux types, les orthoplasties correctrices si vous avez une déformation réductible ou une orthoplastie protectrice donc pour protéger contre donc, le conflit avec le chaussage en cas de déformation fixée. Il faut adapter les chaussures ou le chaussage avec une chambre antérieure de volume suffisant, avec une surélévation modérée du talon d'environ de 2 cm et on peut ajouter une tige montante en cas d'instabilité de l'arrière-pied. La kinésithérapie a pour rôle d'entretenir les amplitudes articulaires en passif des pieds et des orteils, de faire des étirements des muscles rétractés et d'aider à l'entretien de la balance musculaire, donc à l'entretien des stratégies de marche et d'équilibre. La pédicurie a un rôle pour traiter les dérillons plantaires et les corps dorsaux au niveau des orteils.
Les moyens chirurgicaux sont nombreux, ils peuvent être associés. Je ne vais pas détailler, donc je vais citer donc seulement certaines techniques telles que les libérations plantaires, les transpositions tendineuses pour rééquilibrer la balance musculaire, les ostéotomies au niveau du calcanéus ou au niveau du métatarse, la tarsectomie, les résections arthrodèses, les corrections des griffes et l'allongement des tendons d'Achille. Les indications. En cas de prix creux indolore, donc non gênant, des découvertes systématiques, il ne faut pas traiter. En cas de prix creux symptomatique, il faut essayer le traitement médical, c'est-à-dire les orthèses et la rééducation fonctionnelle. En cas d'échec du traitement médical, dans ce cas, et c'est rare, il faut donc céder la main au chirurgien. Chez l'enfant, en cas de déformation évolutive, avec gène fonctionnel non maîtrisé par le chaussage et les orthèses. Et chez l'adulte, en cas de pied creux décompensé, avec hyperappui, douloureux et ou instabilité. En conclusion, le pied creux est caractérisé par sa fréquence élevée et par la sévérité de ses étiologies neurologiques. Il peut entraîner une perturbation des fonctions du pied par la survenue de zones douloureuses d'hyperappui, le conflit avec le chaussage et l'instabilité de l'arrière-pied. Les modalités thérapeutiques dépendent de l'âge du patient, de l'évolutivité du processus causal et du caractère encore souple ou déjà enraidi des déformations. Le traitement médical reposant essentiellement sur les orthèses est le plus souvent suffisant. Et je vous remercie. Bien, merci, professeur Khalel, pour cet exposé très clair qui va certainement susciter des questions dans la salle.